disons, c'est un choix qui a été fait. Au lieu de financer les universités publiques à même les fonds publics, on essaye de soulager les charges de l'État en permettant au privé de se développer. Mais cela risque à long terme de créer ce qu'on appelle souvent au Canada un enseignement à plusieurs vitesses. Donc vitesse 1 pour les étudiants ayant les meilleurs moyens, vitesse 2 pour les étudiants ayant des moyens financiers moyens, etc. Et cela risque d'être une injustice. Je pense qu'il y a bien sûr un problème d'allocation des fonds et des ressources, mais il faut avoir le courage politique de dire soit on met plus d'argent dans les universités, ou alors adopter des politiques, mettons, néolibérales et commencer à limiter le nombre de places dans les universités, par exemple. À votre avis, pourquoi est-ce que le Canada est un pays qui est tellement attrayant pour les étudiants, même européens, ayant des universités quand même de poids dans leur pays? Je veux dire, il y a des Américains qui optent plus pour l'enseignement au Canada, et il y a beaucoup de Français, ceux qui ont les moyens. Je me rappelle bien qu'au lycée français, auparavant, ils avaient dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que nos étudiants ciblent plutôt le Canada, alors qu'en France, c'est gratuit, par exemple. À votre avis, qu'est-ce qu'il a de plus, le Canada? Qu'est-ce qu'il a de mieux? Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais c'est une question de mathématiques, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a des ressources importantes qui sont dirigées vers l'enseignement, et en même temps, comme la population n'est pas très très grande, et donc la population étudiante n'est pas très très grande, le Canada fait à peu près 33-34 millions d'habitants. Cela donc crée beaucoup de chances pour les étudiants. On reste dans des classes à taille assez raisonnable, et on a des ressources, c'est-à-dire des bibliothèques, des laboratoires, accès à Internet, qui sont relativement décentes par rapport à d'autres pays en Europe ou au Moyen-Orient. Maintenant, l'attrait du Canada n'est pas simplement à cause du système de l'enseignement. C'est à cause de plusieurs facteurs réunis. Vous avez bien mentionné les étudiants des États-Unis qui préfèrent aller au Canada, précisément parce que l'enseignement au Canada est moins cher que l'enseignement aux États-Unis, parce que le gouvernement au Canada accorde un soutien, finance l'enseignement de façon à rendre les frais de scolarité moins chers qu'aux États-Unis. Les frais de scolarité au Canada sont plus chers qu'en Europe et qu'au Moyen-Orient quand on passe à l'enseignement public. Mais il y a un autre attrait qui est l'attrait de la société en général. L'étudiant ne va pas simplement dans une école, il va dans une institution qui elle-même se trouve dans une société. Il y a beaucoup d'Européens, notamment des Français, qui préfèrent aller au Canada parce qu'ils savent que d'abord il y a plus de sécurité, il y a plus de chances d'emploi par la suite. Les villes ne sont pas aussi bondées que certaines villes européennes, et donc il y a certains choix qui ne sont pas directement liés aux institutions de l'enseignement, qui représentent un certain attrait pour les jeunes, surtout dans un monde où le marché est devenu un marché global. Très souvent, un étudiant, quel que soit le pays de sa naissance, va envisager des institutions d'enseignement dans le monde entier pour faire ses choix. On n'est plus à l'époque de ma génération, mettons, où l'étudiant va penser à l'école qui se trouve dans sa ville ou dans sa province ou dans son pays ou alors dans le pays voisin. On envisage vraiment le monde entier comme un champ de possibilités, et cela crée évidemment des défis pour certaines sociétés à cause de la cherté du coût de la vie, par exemple. Vous ne pensez pas que la méthode joue? Parce que j'ai entendu dire par des étudiants au Canada que la méthode est bien meilleure, bien plus appétissante par rapport à d'autres méthodes. Ça flatterait tous les Canadiens ce que vous dites. Je crois qu'objectivement, c'est une question culturelle. C'est-à-dire que, mettons, si on pense à l'Égypte, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans beaucoup d'institutions privées ou publiques dans les méthodes d'enseignement, mais reste que le souci principal est très souvent
l'assimilation d'un certain contenu, ce qu'on appelle apprendre par cœur certaines informations. En Europe, il y a ce souci, en plus d'un souci de l'élaboration d'un sens critique chez l'étudiant. En Amérique du Nord, et en particulier au Canada, on insiste moins sur le contenu, parce qu'on estime que le contenu est facilement accessible sur Internet. Et donc on essaye d'apprendre moins aux étudiants un certain nombre d'informations. On essaie de leur apprendre comment chercher l'information, comment analyser l'information. Et en plus, évidemment, essayer de développer leur sens critique qui est fondamental pour cette méthode. Comment chercher l'information. Docteur Wael Fouad, je pense que c'est ce qui fait la différence, parce que moi-même, j'ai été étudiante ici à l'université, et je me rappelle bien une réplique qui a été faite par un professeur français qui nous enseignait la civilisation, je pense, et puis il y avait certaines camarades qui disaient « est-ce qu'on aura ça à l'examen ?» Donc l'idée, c'est d'avoir ce qu'on aura à l'examen et les notes. Oui. Mais la recherche, le concept de la recherche, le concept de ne pas donner un programme précis, mais plutôt de chercher l'information, parce que c'est ce qui va rester plus tard dans le domaine du travail, c'est pas l'information en question. À votre avis, comment faire incorporer cette notion de recherche, ou est-ce trop tard, étant donné que les étudiants au supérieur ont été affectés par la façon de voir les choses durant l'enseignement à l'école scolaire? Oui, effectivement, on doit commencer avec la nouvelle génération. On doit avoir accès à Internet dans toutes les maisons, surtout pour les banques. La banque inaugurée par Monsieur le Président, la banque d'information ou bien de connaissances. Et on doit commencer avec à l'âge de 3 ans, à penser, à choisir, à décider et à prendre la décision et soutenir la responsabilité. À partir de ce temps-là, on va préparer un autre corps enseignant travaillant sur la manière de former la personnalité de cette nouvelle génération. En fait, au cours de votre discussion, j'ai eu l'idée de tirer une ligne comme ça, séparée, avant et après. Le problème, c'est que pour nous, on n'est pas habitué à lire. Si vous regardez, même dans des films européens et canadiens, vous allez trouver des personnes qui sont au moyen de transport et avec eux des livres. Donc on est habitué à lire, à réfléchir, à critiquer, à ne pas accepter simplement, et on dévore des livres, pour ne pas dire lire, mais dévorer, c'est-à-dire qu'on est assouvi à la connaissance. Et cet assouviment, ou bien cette nécessité de lire, devient avec le temps une chose normale. Et les informations et les connaissances se regroupent et se rapprochent, se diversifient, et on est en train toujours de discuter, c'est normal. Et c'est pour cela qu'on doit commencer avec les jeunes. Docteur Wael Fouad, j'aimerais définir lire, parce que à notre époque, à mon époque, d'accord, lire. À notre époque. Lire voulait dire un livre. Oui. Mais il faut comprendre aussi qu'à nos jours, lire pour les jeunes, c'est lire sur Internet, sur les ordinateurs, et même l'ordinateur est devenu trop démodé, c'est lire plutôt sur le téléphone, qui est un mini-ordi. Est-ce que ceci est considéré toujours comme une lecture? Le livre ne perd jamais de sa valeur. Il est un ami avec nous partout. C'est un ami très proche. On est avec l'auteur même de ce livre. Donc on discute avec sa pensée. Et ce n'est pas si facile que ça de dire, ah voilà, le livre, c'est seulement sur mon portable. Mais on a, dans les années 2000-2010, on a encouragé la lecture. On a produit des livres avec des prix très modérés à la portée de tous les gens pour revenir à ce qu'on dit dans le temps, qu'on est cultivé. Il ne faut jamais encourager la jeune génération maintenant à accepter des informations superficielles. Mais c'est pour leur propre intérêt. Dans les écoles, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile de dire, ah voilà, on va étudier ce programme et vous allez chercher. On a besoin d'un courage énorme pour ne pas être rejeté par le reste des professeurs. Et
il y a une réforme fondamentale du système scolaire égyptien qui prépare au système universitaire et en plus aux études universitaires. Et cet amour de dire va durer avec les gens. Je l'espère bien, parce que ce que je vois parmi les jeunes qui sont considérés cultivés, ils prennent le livre verso recto, puis bon, d'accord, je lirai ça en PDF sur l'ordinateur. Pour eux, c'est beaucoup plus facile la lecture diagonale sur ordinateur. Ouais. Mais en famille, lorsqu'on trouve une petite chaîne comme ça, ou bien une petite armoire, là où mon père lit, c'est le moment de chercher le livre aussi. Très bien. C'est une culture familiale, c'est-à-dire. Docteur Walid El-Khachab, vous avez sûrement quelques connaissances ou quelques comparaisons en tant que professeur universitaire avec le même cursus enseigné dans d'autres universités européennes. Pourquoi est-ce que les étudiants d'Amérique du Nord et du Canada précisément estiment que l'enseignement européen est devenu old school? Moi, je reprends ce que j'entends. Avant l'émission, j'ai quand même fait ma petite recherche, c'est old school. Quelle est la différence? C'est une question culturelle, c'est-à-dire qu'au Canada comme aux États-Unis, on se définit comme les Occidentaux du Nouveau Monde par opposition au Vieux Monde, c'est-à-dire l'Europe. Et donc tout ce qui est européen est souvent considéré comme vieille école. Mais c'est simplement une école différente, c'est-à-dire que en général, quand on voit les étudiants qui sont formés en France, par exemple, on voit bien qu'ils sont en général d'un niveau de formation supérieur à leurs collègues canadiens. Et donc, que ce soit vieille école ou nouvelle école, on voit d'expérience de façon empirique qu'en général, les étudiants européens sont mieux formés. Et pourtant, les ressources ne sont pas nécessairement les meilleures, même en France. Vous voulez dire mieux formé parce qu'il y a plus de profondeur? Il y a un ensemble de facteurs, mais il y a le facteur culturel, c'est-à-dire qu'il y a une culture de la, je ne veux pas dire de la compétition, mais il y a une culture de la performance. On veut vraiment bien travailler parce que c'est le seul moyen d'obtenir un bon emploi en Europe, au Canada également. Mais on est habitué à pouvoir trouver un travail raisonnable, même si on n'a pas les meilleures notes possibles, parce que la société permet un accès, mettons, un petit peu plus aisé au marché du travail que les sociétés européennes. Donc, encore une fois, le cadre social dans lequel s'effectue l'opération de l'enseignement peut affecter certaines attitudes. Mais je pense que d'une façon générale, les étudiants européens sont généralement mieux formés, sont généralement plus, mettons, travailleurs que leurs collègues canadiens. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement parce que les étudiants européens ont été formés d'une façon plus sévère, mettons. Alors que les étudiants canadiens sont souvent accompagnés, on leur apprend à apprendre, on leur apprend à chercher, on leur apprend à réfléchir, mais on ne va pas leur tenir le fouet pour qu'ils performent et obtiennent de bonnes notes. En Europe, on a tendance à tenir le fouet un petit peu plus. Au Moyen-Orient, en Égypte en particulier, c'est un peu différent parce qu'on peut éventuellement tenir le fouet, mais c'est dans la perspective de performer dans un examen et non pas d'acquérir certaines compétences comme le sens critique. Mais il faut dire qu'on est dans un monde qui parle d'emotional intelligence, qui dit que la façon d'agir et les compétences ou la capacité à acquérir les connaissances et avoir affaire avec le monde dans le domaine du travail ou autre prend le dessus et prédomine à 70% et 30% des connaissances. Donc je pense que ce fouet n'est plus valide dans le domaine du travail. Ça dépend de ce qu'on appelle le fouet. C'est-à-dire si on pousse les étudiants à bien apprendre, je pense que c'est positif. Mais si on les pousse simplement à performer pour avoir de bonnes notes dans un examen, ce n'est pas très très positif. Évidemment, moi aussi je suis vieille école et donc je suis de ceux qui essayent d'inciter les étudiants par tous les moyens possibles à travailler. Il y a des gens qui adoptent des stratégies d'enseignement où on va laisser l'étudiant assumer seul ses propres choix et donc si l'étudiant ne travaille pas, tant pis pour lui.
Moi, je pense que le professeur a un certain devoir moral envers les étudiants et qui essaye un petit peu de pousser à travailler davantage. Maintenant, j'ai 2 minutes et je me trouve dans l'embarras du choix parce que j'avais 4-5 questions à poser. Et finalement, j'ai décidé de vous poser une question comportementale. Pourquoi? Parce que est-ce qu'un jour, messieurs, vous deux, vous avez l'impression d'agir vous-même en tant que professeur, c'est-à-dire le comportement professoral qu'on voyait dans les films noirs et blancs. Je suis le professeur, j'ai les étudiants, je suis le mentor, le maître, ou c'est juste, c'est mon travail, puis je le fais bien comme tout, et puis je m'en vais, quoi. Parce que les étudiants, ça y est, ne veulent plus ça. Ce sont les étudiants qui ne le permettent plus. Docteur Fouad. Oui, c'est une sorte de conflit entre nous et nos étudiants parce que en Égypte, la majorité ne choisissent pas la faculté ou bien l'université qu'ils aiment, donc c'est un problème pour eux. Ils sont obligés à étudier des choses qu'ils n'aiment pas, donc il y a un changement. Il y a des gens qui essayent de s'adapter à la faculté et même à cette vie nouvelle qui n'a rien à voir avec le rêve. On devait toute une longue année pour être un médecin, on devient un pharmacien. Comment faire, pour quelle raison? C'est le pourcentage. Et cette année-ci, il y a des gens qui ont obtenu 98%, ils n'ont pas pu être inscrits dans les facultés qu'ils veulent. Donc c'est une sorte de déception. Donc c'est la base de ce conflit. Docteur Khachab. Un professeur, à mon avis, est aussi un amuseur. Il faut attirer l'attention des étudiants. J'ai toujours essayé d'être un amuseur, peut-être même un clown. On me prend plus au sérieux maintenant à cause de la différence d'âge entre moi et mes étudiants. Et la barbe peut-être? Et la barbe, bien sûr. Il faut faire attention parce que je sais que vous enseignez la culture arabe, c'est ça? Oui. Et vous m'aviez dit auparavant que parmi les cours que vous enseignez, c'était la danse orientale, théoriquement parlant. Donc amuseur et danse orientale, il faut faire attention. Ce n'est pas moi qui le fais, en fait. J'enseigne les cours de façon théorique. De toutes les manières, la complainte qu'on entend toujours par les étudiants, c'est que ce qu'on prend à l'université n'a rien à voir avec la vie pratique. C'est ça aussi, je crois qu'il faut travailler sur ça. Et c'est aussi la complainte des hommes d'affaires qui sont en train de fonder des entreprises et disent, voilà, ils n'arrivent à bien s'adapter aux conditions de travail. Oui. J'avais encore beaucoup de choses à dire et à discuter avec vous. Malheureusement, je dois conclure ma rencontre. Je tiens à vous remercier, docteur Wael Fouad. Merci à vous. Vous êtes professeur à la faculté des lettres à l'université d'Ain Shams. Docteur professeur Walid El Khachab, vous êtes professeur à l'université de York au Canada. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, l'enseignement, l'enjeu de l'enseignement, on n'en finira jamais d'en parler. Nous aurons certainement d'autres rencontres avec d'autres professeurs éminents. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous, bon week-end et à la prochaine.